Je dois excuser les collègues, nos collègues Kazimajou et puis Pérez, qui, vous savez, avec ce qui nous assaille un petit peu actuellement, le Covid-19, il se trouve que son chef des services techniques avec qui il s'entretient tous les jours a été déclaré positif. Du coup, il devient personne contact. Et du coup, il doit être mis à l'isolement jusqu'à la vérification des tests qu'il doit passer aujourd'hui ou demain matin. Voilà. Donc, je pensais que Didier allait nous faire l'accueil, mais bon, il va être amplement remplacé par sa collègue Madame Rideau. Voilà. Alors, elle a un micro. Alors, faites-nous un peu une présentation de votre... Et merci d'abord, vous remercierez l'ensemble de votre conseil pour cet accueil dans cette superbe salle de Portès. Vraiment, elle est remarquable. Et bien évidemment, parlez-nous un petit peu de votre ville de Portès. Merci, monsieur. Alors, monsieur le Président, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer le grand honneur que j'ai de vous accueillir ici à Portès et tout particulièrement dans cette magnifique salle, l'espace culturel La Forge. Je vous adresse à tous mes meilleurs souhaits de bienvenue dans ce conseil communautaire. Tout d'abord, je tiens à présenter le regret de monsieur le maire ainsi que de son premier adjoint Jean-Claude Pérez, qui sont tous les deux des cas contacts à risque par la Covid. Je souhaiterais vous présenter en quelques mots notre petite commune. Portès est un village situé à 22 km de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne, et compte au dernier recensement 2735 habitants pour une superficie de 15,49 m². Une grande partie des ressources de la commune est d'origine viticole. Un peu d'histoire sur la commune. Les Romains occupèrent cette contrée baptisée Portum, puis Portibus, Portès avec un accent grave, et enfin Portès comme nous le connaissons actuellement. Après avoir développé le commerce fluvial, ils implantèrent ce qui fit notre richesse, la vigne, d'où la devise mentionnée sur le blason de la commune, Portès je fus, vignoble je reste. Portès autrefois c'était un port, les propriétaires approvisionnaient les barriques de vin sur les gabarres. Tous ces bateaux transportaient aussi des poteaux de bois venus des Landes, qui servait à étayer les mines. À cette époque, la Garonne était vivante. Comme je vous le disais en préambule, vous êtes donc ici dans l'espace culturel La Forge. L'inauguration du bâtiment a eu lieu en 2008. Autrefois, c'était une forge et beaucoup de Portésiens y travaillaient. Ce théâtre compte 300 places avec un équipement scénique et technique de qualité professionnelle. L'espace d'accueil est vaste. Il est utilisé pour la billetterie et dédié au mariage et aux différentes associations communales. Cette saison, comme les précédentes, il y a 44 représentations pour 23 spectacles différents. La programmation est portée par plusieurs partenaires, dont le plus important est la communauté de communes Convergence Garonne, qui organise avec la commune de Portès les spectacles de jeunes publics de notre saison, spectacles dédiés aux scolaires. 6500 spectateurs sont accueillis en moyenne par saison, 1500 billets scolaires, écoles et collèges des environs. C'est un outil de développement de projets culturels locaux essentiel à la vie de notre territoire. Nous avons fait un premier pas en signant une convention avec la CDC sur l'achat de spectacles pour les jeunes. Mais il faut aller encore plus loin dans la démarche et j'espère que cette mandature, nous arriverons ensemble à pérenniser cette salle de l'espace culturel La Forge. Cela ne peut se faire que par une mutualisation avec la CDC Convergence Garonne. Cette salle de spectacle est inévitablement d'intérêt communautaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon accueil communautaire. Merci beaucoup, Madame Rideau, pour votre excellente présentation. En tout cas, on a entendu le message et on essaiera d'y répondre au mieux.
Bon, donc on va maintenant ouvrir à proprement parler le conseil communautaire. Donc je demande qui voudrait assurer le secrétariat de séance. Sylvie, bon, tu viens me rejoindre à côté, s'il te plaît. Voilà. Donc, si tout le monde... Est-ce que quelqu'un s'oppose au fait que ce soit Sylvie qui assure le secrétariat? Ben, sans surprise, c'est accepté à l'unanimité. Voilà. Bon, donc il y a le... Là, c'est... Voilà. On va faire l'appel. Catherine Bertin. Oui. Présent. Voilà. Daniel Boucher. Présent. Béatrice Caruesco. Pouvoir à Michel Garat. Hein, c'est ça. Didier Kazemajou. Pouvoir à Madame Rideau. Didier Charlot. Dominique Clavier. Présent. Andrea Dandon-Pierre. Présent. Bernard Daney. Présent. François Dora. Présent. Jean-Marc Dupuis. Présent. Jocelyn Doré. Mylène Doro. Présent. Bernard Dréau. Présent. Laurence Ducos. Présent. Thomas Filiat. Présent. Marie Fortinon. Présent. Bruno Carabos. Carabos? Il n'est pas là, Bruno? Non. Michel Garat. Présent. Jérôme Gauthier. Présent. Alain Giroir. Présent. Vincent Joanneau. Oui. Pierre Laïto. Pouvoir à Jocelyn Doré. Michel Latapi. Présent. Corinne Lolland. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder à arriver. Julien Le Tacon. Pouvoir temporaire, le temps qu'il arrive. D'accord. André Massieu. Présent. Laurence Dos Santos. Présent. Laurent Fourcade. Ah non. Ah bon, c'est les suppléants. Donc, ok. Excusez-moi. Ah oui. Bernard Mateil. Présent. Valérie Méneret. Présente. Jean-Bernard Papin. Présent. Patricia Peignet. Présent. Frédéric Pédurand. Présent. Jean-Marc Pelletan. Présent. Jean-Claude Pérez, donc pouvoir à Mylène Doro. Denis Pernin. Présent. Sylvie Porta. Présent. Alain Quérens. Présent. Pascal Rappé. Audrey Rénal. Présent. Denis Rennes. Marilyn Rideau. Donc, Françoise Sabatier-Querel. Jean-Patrick Soulet. Présent. Aline Guichenet. Téchenet. Ok. Les DIA. Voilà que vous avez d'afficher. C'est l'ensemble des... Donc il y en a pas mal, comme vous voyez. Voilà. Donc il y a de la... Donc une fois ça, donc on va passer maintenant aux délibérations. Première délibération, administration générale, signature de la convention des RFIP. Hein, vous savez que donc on avait eu déjà l'année dernière une réunion avec la Madame Martel à Prégnac. Nous l'avons rencontré, le bureau l'a rencontré de nouveau à sa demande il y a à peu près un mois. Hein, c'était ça? Oui, enfin, oui, début septembre. Et elle est venue, bien évidemment, nous confirmer un petit peu ce qu'elle avait dit à Prégnac en apportant un certain nombre de précisions. Et donc, il y a une convention, et la convention, bon, surtout, est contraignante pour eux, surtout, parce que nous, on n'a pas grand-chose à fournir. Enfin, c'est eux. Eux, ils vont fournir, par contre, ils nous ont dit qu'il y aurait un attaché, un conseiller avec un grade d'attaché qui serait affecté au niveau de la communauté de communes et qui serait complètement à la disposition des mairies et des communes. Donc vous pourrez le solliciter comme
vous le souhaitez, y compris dans la présentation de vos budgets, en termes de conseils. Il sera, donc, à la différence d'ailleurs, ici, il sera attaché uniquement à notre communauté de communes. Donc, bien évidemment, c'est en 22, il y aura tout sera transféré en ce qui concerne la trésorerie publique concernant les collectivités à l'Aréole. Ce qui est un point important aussi, parce que je crois qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui étaient inquiets par rapport à ça, quand vous aurez des régies, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'Aréole. La régie, vous pourrez la déposer au niveau des banques postales, et y compris même, je crois, au niveau de certains bureaux de tabac qui auront passé convention avec eux. Voilà, pour les particuliers, ils pourront, entre autres, payer leurs impôts et ils ne seront pas obligés d'aller à l'Aréole. Donc, vous voyez, il y a quand même, bon, ils ont essayé de déployer ça sur l'ensemble du territoire de façon qu'il y ait quand même, en matière de fiscalité, une certaine proximité. Donc, là, il nous appartient donc de la signature de la convention que vous avez dû tous recevoir. Et s'il n'y a pas de point particulier, je vous propose de délibérer sur ce point. Ah, donc, Madame Lolland est arrivée et Pascal Rappé aussi. Voilà. Ok, mais enfin, ils sont là. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur la question? Je trouve que quelque part, c'est le deuxième étage de la fusée, quelque part, sur cette affaire-là, c'est que jusqu'à présent, on nous a expliqué que la proximité, elle allait rester chez nous en termes de trésorerie. On nous a supprimé la trésorerie de Pont-des-Sacs en nous disant on va conforter celle de Cadillac. Il n'est pas du tout question de ça, vous avez bien compris. Tout va partir maintenant sur l'Aréole. En fin de compte, cette administration, que je connais bien d'ailleurs, mais écoutez, elle abandonne complètement toutes ces missions qui étaient ses missions de base. Et je trouve ça très dommageable, d'abord pour les administrés, et puis d'abord aussi, et puis ensuite pour les collectivités. Alors pour les administrés, il faudra effectivement qu'ils se débrouillent, d'une manière ou d'une autre. On les recevra à Cadillac, mais pour les petites questions, si c'est des questions plus importantes, on leur donnera effectivement soit des coordonnées, soit un téléphone pour qu'ils puissent téléphoner à des gens qui sont peut-être un peu plus compétents. On va s'appuyer dès 2020 sur la maison de services publics de Barsac. Mais je ne sais pas si vous avez regardé la convention, c'est 4 journées par an. Je pense que ça va être assez compliqué pour couvrir effectivement les 27 communes. Après, quand on regarde effectivement ce fameux conseiller, il va se balader de droite et de gauche, il va quand même avoir un bureau à l'Aréole, il va avoir un bureau à Bazas. Donc il ne sera pas forcément dédié, mais par contre, il va falloir qu'on le loge quand même, ce conseiller, parce que dans la convention, rien n'est prévu. Alors, ce que je vous dis là, c'est simplement ma position. Je m'abstiendrai sur cette affaire par rapport à cette convention. Merci, chers collègues. Juste pour préciser quand même, bon, on a eu l'assurance qu'effectivement, cette personne serait affectée à notre collectivité, et d'ailleurs, il faudra lui trouver un bureau, par contre. Ça, il faudra que ça, on le lui fournisse, mais il sera complètement affecté chez nous. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir sur le sujet? Oui. Je rejoins ce que vient de dire Bernard. Moi, je voterai contre. Parce que on perçoit là aujourd'hui, on touche du doigt le démantèlement du service public et c'est scandaleux. Michel, oui. Bon. C'est très court. Hein. D'accord, ok. On va préparer le papier ultérieurement. D'accord. Enfin, tout le monde a bien entendu. Voilà l'intervention de Michel. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Alors, essayez de dire Monsieur Kérens, Monsieur Pelletan, Monsieur Giroir. Voilà. Laurence Ducos. Pédurand, d'accord. Peigné.
Madame Technay, Madame Bertin, Monsieur Dréau, Monsieur Boucher, Rénal, oui, Madame Rénal, Michel Latapi, et devant c'est Monsieur Vincent Joanneau, Madame Rideau, ok, avec donc le pouvoir, je l'ai dit, André Massieu, oui, ça, Michel Latapi, je l'ai dit. Monsieur Papin, d'accord. Madame Loland et Monsieur Rappé, d'accord. On n'a oublié personne, donc ça nous fait 18 contre. Qui s'abstient? Donc, ouais. Attends, non, non, non. Ah, non. Donc, oui, monsieur, abstention. Monsieur Mattei. Après. Monsieur Pernin, c'est ça? Non. Ah, oui, oui. Dora, Ménoré, Gauthier, Dandon-Pierre, Monsieur Pernin, oui, je l'avais dit. Gara, Madame Fortinon et depuis Monsieur Reine, d'accord, Denis et Monsieur Charlot, ok. Donc, voyons, on vérifie qui est pour. Donc, 2. 2. D'accord. D'accord. Donc, il n'est pas... C'est pas adopté. Donc, on n'est pas en possibilité de signer la... Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que ça me donnerait que ça fasse reculer la direction. Voilà. Approfondir. Il faut approfondir. Oui, mais approfondir. On va donner le résultat effectivement à la direction. On va appeler Madame Martel. Je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Je vais voir avec et puis on verra. Hein. Bon, on passe à la délibération suivante. Administration générale, donc décision de préemption pour l'acquisition d'une parcelle 13 cours Xavier Moreau à Podinsac. Alors effectivement, on avait la possibilité de pouvoir préempter. Il se trouve qu'il y avait un certain nombre de parcelles avec des maisons dessus qui nous permettaient effectivement de pouvoir envisager l'élargissement, l'agrandissement de notre siège de la CDC à Podinsac. Voilà, il fallait, au travers de la commission, puisque ça a été abordé dans le cadre de la commission, tout le monde a opté sur le fait de préempter pour s'assurer effectivement d'avoir... on avait cette opportunité qu'il fallait absolument qu'on la saisisse. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire les travaux maintenant, mais il fallait absolument qu'on préempte pour pouvoir se garantir cette emprise foncière. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur la question? Oui.
personnes, c'est ce que j'ai compris. Oui, donc je vois que dans les considérants, il y a un considérant que la communauté de communes doit acquérir cette propriété afin de réaliser son projet d'extension des bureaux administratifs communautaires. Lors du vote du budget 2020, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas encore de projet d'extension, même s'il y avait une autorisation de programme de 1 398 500 €, qui a été inscrite au budget 2020. Lors de ce vote, un conseiller ou une conseillère communautaire, je ne me souviens pas, avait soulevé cette question, et il nous avait été précisé que ce programme ferait l'objet d'un débat approfondi. L'ouverture de crédit n'était qu'un préalable à l'extension des bureaux de la CDC, dont il conviendrait de calibrer l'ampleur et les modalités pratiques et financières. Donc aujourd'hui, je pose la question, je ne suis pas contre a priori, c'est pas la question. Comment envisagez-vous de mener la réflexion sur ce sujet? Parce que moi, je considère que c'est un sujet important. Et on ne peut pas simplement se laisser guider par les opportunités d'achat de parcelles contiguës à nos bureaux pour faire un projet de développement. Pourrait-on de plus avoir une idée précise d'un inventaire immobilier actuel, c'est-à-dire un véritable état des lieux sur le nombre de sites occupés par la communauté de communes, le nombre d'employés, le nombre de bureaux, la taille de bureaux et des espaces de réunion, afin qu'on soit à même de pouvoir prendre des décisions à l'avenir. Et ensuite, je vous propose, si c'était possible, la création d'une commission ad hoc, non pas une commission travaux, une commission ressources humaines, mais une commission transversale ad hoc qui serait dédiée à ce sujet, qui travaillerait sur l'état actuel de nos bureaux, de nos employés, de nos ressources. Cette commission pourrait se réunir entre élus avec quelques représentants du personnel pour pouvoir aborder cette question. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège d'une communauté de communes qui existerait uniquement par son administration, c'est-à-dire qui aurait à cœur de faire des bureaux pour être identifiés comme un organisme administratif de plus, ce qu'elle ne doit pas être. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a des bureaux éclatés. Moi, aujourd'hui, je considère qu'il y a des bureaux sans doute qui répartis sur le territoire. Et c'est peut-être une bonne question aussi que la communauté de communes soit visible dans l'ensemble des communes de la communauté. Donc voilà, donc, le résumé de ce que je propose, sachant que là, je pense qu'on aborde la question toujours par le petit bout de la lorgnette, sans savoir exactement où on va. Oui, Laurence Ducos, oui. Je partage ce qui vient d'être dit, et dans la question de l'inventaire, j'aurais bien rajouté un état des lieux des locaux disponibles sur l'ensemble des communes du territoire, en plus de l'inventaire que cet élu vient de citer. Voilà, parce que je trouve que symboliquement, c'est quand même aussi quelque chose à prendre en compte, le fait que la CDC soit représentée sur la totalité du territoire. Alors j'entends les difficultés de communication, moi je suis convaincue qu'effectivement il faut faire quelque chose pour les locaux, pour le personnel, c'est une évidence, mais ça c'est absolument indéniable, et je ne suis pas forcément contre le projet, mais juste j'aurais aimé qu'il y ait effectivement cette étude-là, en tout cas qu'on ait connaissance, parce que moi je n'en ai pas connaissance. Voilà. D'accord. Bon, ben écoutez, je crois que pour... oui, Dominique. Oui, pour répondre à Michel, moi je partage aussi le fait qu'il faut qu'on fasse un état des lieux. L'objet de la délibération aujourd'hui n'hypothèque pas quelconque décision sur une construction à 6 mois, 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, c'est une opportunité foncière sur laquelle il n'y a pas un risque énorme, puisqu'elle est située en plein milieu de Ponassac. Donc, finalement, on n'a pas de risque et on se préserve à l'avenir d'un choix possible. Si on ne le fait pas, on pourra toujours recéder. Donc, aujourd'hui, il faut faire cette étude. Effectivement, il faudra que ça s'accompagne, excusez-moi, peut-être de la libération de certains locaux, voire la revente, pour d'ailleurs créer un flux financier qui permettrait de faire un programme. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une décision d'État qui n'hypothèque en aucun cas ou une décision qui serait déjà prise. Oui, mais c'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Effectivement, c'est une opération sans risque, hein, et qui nous garantit effectivement, si demain ça n'aboutit pas, on sera toujours à temps de revendre cette parcelle, et compte tenu de l'emplacement où c'est, je crois qu'il est peu probable qu'on perde de l'argent là-dessus. Mais en tout cas, dans un premier temps, avant d'avoir effectivement
M. Garat a raison, il faut qu'on va faire une étude, on va voir un peu, on va faire le tour de notre patrimoine immobilier, faire une analyse là-dessus. Je crois qu'il y a des bâtiments qu'il conviendra de conserver, mais il y en a d'autres que l'on pourra revendre, ce qui nous permettra effectivement d'envisager d'autres constructions ou aménagements à venir. Mais là, bon, il y avait cette opportunité, je crois qu'il ne fallait pas passer à côté, parce que si on passe à côté, après, c'est là, du coup, on n'aura plus la possibilité de pouvoir imaginer un éventuel agrandissement. Hein. Pour le moment, rien n'est engagé, je vous rassure. Hein. Mais bon, là, sans risque, on peut déjà se donner un laps de temps à la réflexion et à l'étude préalable. Oui, Alain, puis... ouais, excusez-moi, André. deux secondes, juste techniquement, parce que sur ce terrain, à première vue, il y a une construction. Et cette construction, dans quel état elle est? Parce qu'il me semble que si on devait utiliser ce terrain, il faudrait presque la démolir. C'est bien ça? Donc il y a 400 mètres carrés pour 150 000 euros, ça fait donc 330, 350 euros le mètre carré. Si on regarde les transactions sur Podensac, que le prix du terrain à bâtir, c'est entre 90 et 110 euros le mètre carré. Donc est-ce qu'on ne le paie pas trop cher quand même, ce bout de terrain-là? Et qui ne serait pas judicieux, parce que vous dites qu'on ne perdrait pas s'il fallait le revendre, je ne suis pas certain. Oui, on a fait faire bien évidemment l'estimation des domaines qui ont pris... on l'a reçu aujourd'hui, qui a pris en compte effectivement la vétusté du bâtiment et donc on est dans cet ordre de prix. Quoi. Voilà. Alain Quérens. Bonsoir. Donc, pour compléter les réponses qui ont été déjà données, donc, dans un premier temps, je vais commencer à répondre à André. Dans un premier temps, si ce projet ne devait pas avoir lieu sur ce terrain-là, on ne va pas abattre le bâtiment et donc on pourrait le revendre en l'état. Et dans l'état, il pourrait être très bien continué pour un nouvel acquéreur à être réhabilité. Voilà. Ça, c'est une première partie de la réponse. Ensuite, ces études-là que légitimement donc, les nouveaux élus réclament ont déjà eu lieu. Je vous rappelle qu'on a déjà payé un bureau d'études pour faire cette étude-là sur les besoins en personnel. Il est donc nécessaire, ensuite, les services internes, Lucien Riot, pour ne pas la citer, avec ses collègues, ont aussi fourni une étude interne parce que les projets qui nous étaient proposés par le bureau d'études étaient d'un montant qui nous faisait donc un petit peu peur. Donc on avait demandé donc, lors du dernier mandat au service de faire une étude en interne pour savoir un petit peu comment on pouvait, à moindre coût, essayer de loger l'ensemble du personnel sur les locaux existants. Voilà, donc je pense que sans remettre en cause les demandes qui ont été faites, et je pense que dans un premier temps, il faudra qu'on vous présente d'abord ces résultats de ces études qui ont été déjà réalisées. Merci Alain. Donc, est-ce qu'il y a une autre intervention souhaitée? Bon, juste un complément pour m'étonner qu'on n'ait pas eu l'étude avant qu'on nous pose la question de ce genre. S'il y a eu une étude, on serait content de l'avoir. Non, mais je crois que quelque part les choses ont été dites par rapport à ce bâtiment. Je connais bien ce bâtiment, il sera revendable sans aucun problème au prix où effectivement il a été touché. C'est une chose. Après, comment s'appelle, André Massieu nous parlait tout à l'heure effectivement des possibilités sur ce terrain en ce qui concerne donc les bâtiments administratifs. Il fait 400 mètres carrés, en R+2, il peut générer effectivement 1200 mètres carrés de surface. Donc voilà, pour apporter effectivement et pour porter les choses. Après moi, ce cas, c'est que sur cette délibération, je vais m'abstenir. Et pourquoi je vais m'abstenir? Ça n'a rien à voir effectivement avec tout ça, mais parce qu'effectivement sur cette délibération, je connais parfaitement les tenants et les aboutissants, ainsi que les personnes qui sont concernées. Donc je m'abstiendrai sur cette délibération, mais je voulais apporter effectivement quelques éléments en termes d'urbanisme, de poste, actuellement, c'est un poste à Podensac, et de capacité de construction. Ce terrain à 400 mètres carrés nous amène donc effectivement 1200 mètres carrés de possibilités de construction. Voilà. Bon, merci Bernard. Donc, est-ce que s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de délibérer, sachant qu'on est contraint quand même, c'est une préemption, donc on a un temps
relativement contraint pour pouvoir préempter ou pas. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Donc Monsieur Gard, 2 voix. Après Monsieur Pernin et Monsieur et Monsieur Rappé. D'accord? Qui s'abstient? Donc Bernard Mateille, Michel Latapi. Après, je vois qui c'est. Laurence Ducos, oui. Pédurand. Oui, oui. Rizo Fortino. Depuis. Téchiné. Madame Bertin. Oui. 8, voilà, 8 et 5, donc cette délibération est adoptée. Nous passons à la délibération 3, ressources humaines, droit à la formation des élus. Je donne la parole à Bernard Mateille. C'est le droit à formation des élus, c'est une délibération que l'on prend systématiquement après chaque élection et renouvellement de conseil communautaire. Elle permet effectivement aux élus de faire en sorte qu'ils puissent être formés. Je crois que c'est jusqu'à 18 jours pendant la mandature, au niveau de la mandature. Elle répond à quelques principes que vous avez pu lire dans cette délibération. Et surtout, ce qui est adossé, c'est un règlement intérieur pour la formation des élus que vous avez dû prendre connaissance. Ce sont des délibérations qui sont des délibérations classiques. Elle n'a pas fait l'objet de remarques particulières au niveau du bureau, Monsieur le Président. Donc voilà, je vous propose effectivement de prendre cette délibération de telle manière à faire en sorte que les élus puissent exercer leur droit à formation. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a une intervention souhaitée? Non? Donc on passe à la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre des ressources humaines, modification de l'organigramme des services. Et la parole toujours au vice-président. Là, excusez-moi, je suis un petit peu sans filet. On a travaillé l'autre jour en commission et on avait prévu que ce soit Laurence Toulet qui vous le présente. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on réorganise la vie locale autour de l'enfance et de la jeunesse avec 2 pôles et on est en train de mettre en place un nouvel organigramme qui permettra d'être beaucoup plus efficient au niveau du personnel. Donc vous l'avez tous eu, je pense, de manière dématérialisée. Vous l'avez qui s'affiche. Donc vous avez le pôle vie locale, mais je pense que c'est sur le pôle vie locale qu'il faut peut-être s'appesantir. Est-ce que vous avez le second slide? Voilà, c'est celui-là. Qui effectivement propose une réorganisation un peu plus affinée, de telle manière à faire en sorte que, et vous le remarquez, sur ce pôle-là, monsieur le vice-président, je pense qu'il y a un directeur de moins, hein, c'est ça, hein? Directeur de moins. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à cet organigramme. S'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre. Oui. Bonsoir à tous. Moi, je m'étonne que dans la petite enfance, il n'y ait qu'un seul multi-accueil et uniquement un relais d'assistance maternelle. Il me semble qu'au niveau de la CDC, il y a 3 multi-accueils, plus une crèche familiale, ou parentale plutôt. Donc je suis étonné de cet organigramme qui réduit la petite enfance à une peau de chagrin. Ben oui, mais on a quand même 3 multi-accueils, si je vous le rappelle, qui sont à Portès, Ilas et Prignac. Désolé, je suis un peu petit. Oui, Jean-Patrick. Je touche pas. Non, il n'est pas. Il y a juste qu'effectivement, c'est marqué au Camélou parce qu'elle est en gestion directe. Mais les 3 autres sont effectivement dans la partie ici, la partie RAM.
et la partie où Parce que vous mettez les multi-accueils dans la partie avant. et voilà, et ça là-dedans. Donc il y a un pôle enfance, petite enfance. Il y aura donc avec un chef de service qui sera animation jeunesse, un responsable administratif et un responsable d'entrée jeunesse. Voilà. Il y a aucun, si tu veux. Non, ils sont les 3 multi-accueils. Et dedans, il y a aussi la partie. Cet organigramme, il n'est pas complet. On essaiera d'apporter une réponse un peu plus fine parce que ils sont identifiés, ces multi-accueils dans ils sont identifiés parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a 4 multi-accueils, il y en a 3 qui sont en gestion indirecte par la société éponyme et un associatif, et l'autre qui est effectivement en gestion directe, qui est celui de Cadillac, sur Rocamélou. Mais je comprends ce que veut dire Jean-Marc, c'est plutôt de la clarté dans l'organigramme pour qu'on puisse bien le comprendre. Il y a des organigrammes, ensuite il y a des tableaux d'effectifs et ensuite il y a des fiches de poste. Là, on va arriver sur le tableau d'effectifs. Donc, un problème d'effectifs. Voilà, donc on va essayer d'être le plus concis possible par rapport à la remarque de Jean-Marc. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Non, je vous propose donc de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, cette délibération est adoptée. Merci beaucoup. Et maintenant, modification du tableau des emplois. Ça, c'est la suite logique de la délibération qui vient d'être prise. On a toute une série, vous l'avez remarqué, de création-suppression, de telle manière à pouvoir effectivement organiser les choses, et essayer d'organiser les choses au mieux au 1er janvier 2021. Vous remarquerez qu'effectivement, il y a des suppressions qui sont au 16 septembre et des créations que vous voyez au 1er janvier 2021. C'est le temps nécessaire qu'il nous faut pour effectivement réunir les instances ainsi que le personnel concerné, de telle manière à faire en sorte qu'ils puissent trouver leur place toute naturelle dans ce nouvel organigramme et cette nouvelle organisation. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Toujours dans les ressources humaines, remboursement des frais au réel des frais exposés dans le cadre d'un déplacement pour les besoins de service. Toujours Bernard. Bon, voilà, il faut qu'on mette au point aussi le défraiement des agents qui se déplacent pour leurs besoins de service. Donc aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge est fixée à 17,50 € par repas. Il s'agisse du repas du midi ou du repas du soir. Donc on se cale par rapport à la législation, et ainsi le personnel qui sera appelé à se déplacer dans le cadre de ces attributions sera effectivement défrayé normalement avec ce que prévoit la loi. Voilà, c'est tout. C'est simplement effectivement à mettre en place une délibération qui nous permet quelque part, après votre accord, de pouvoir défrayer ces agents sans aucun problème. Juste avec une petite précision, Bernard, c'est qu'on remboursera les gens au réel. C'est-à-dire que, par exemple, si le maximum c'est 17,50 €, mais s'ils fournissent un justificatif à 12, on les remboursera à 12 €. Donc c'est un remboursement au réel, alors qu'avant, ils pouvaient forfaitairement demander 17,50 €. Alors, il me semble, il nous a semblé, Bernard, que dans le cadre de la commission, il nous semblait plus logique, effectivement, qu'on soit dans un souci de rigueur, qu'on rembourse au réel. Et donc, là, c'est passé dans le cadre des instances CT, et il y a un avis, bien évidemment, favorable des représentants, de l'ensemble de l'instance, représentants et élus. Oui, il s'agit quelque part de coller au plus près aux dépenses engagées. Voilà, exactement. C'est tout à fait logique. Donc, est-ce qu'il y a une intervention là-dessus? Non? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Donc, toujours dans le cadre des ressources humaines,
mise à disposition de personnel par les communes membres de la communauté de communes des communes. Voilà. Oui, alors là aussi on est dans la continuité, mais il faut redélibérer par rapport à ça. Ça concerne 3 communes, la commune de Sérence, la commune de Portes et la commune de Virelade, où il y a des agents communaux qui sont mis à disposition de la communauté de communes pour l'animation des accueils de loisirs. Alors, la commune de Sérence, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Hein, 4, 5. Portes 2, je crois, et puis Virelade 1, c'est ça, M. Rappé 2 Virelade. D'accord. Oui, mais bon, il y en a qu'un qui est mis en place. D'accord. Non, voilà, c'est simplement, effectivement, la continuité de ce qui se fait pour que les centres de loisirs puissent fonctionner et qu'on puisse quelque part aussi défrayer les communes qui mettent ces agents à disposition. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a une intervention sur ce sujet? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. 8e délibération, développement économique, introduction des dispositions relatives à la vente des lots de la ZAE Coudanne. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Bon, il s'agit simplement d'une disposition de protection, puisque le constat qu'on a fait sur notamment un lot à Coudanne, on vend les terrains sur une base de 16 € le mètre carré, ce qui est un prix extrêmement attractif. Donc on veut éviter que quelqu'un les achète pour faire de la spéculation derrière. On a un exemple de quelqu'un qui a acheté le terrain, en toute légalité d'ailleurs, qui a fait des box. Derrière, on ne sait pas ce qu'il met dedans, on perd la main et on n'accueille pas forcément de l'entreprise, donc de la richesse sur le territoire. Donc c'est simplement une clause de protection de nos intérêts pour que les terrains qui sont sur les zones, on en ait la maîtrise et qu'on les dirige bien vers l'action économique et vers l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions Des questions? Bon, c'est parfait. Donc, on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Toujours dans le registre du développement économique, attribution d'aide exceptionnelle à destination des entreprises touchées par la crise sanitaire Covid-19. Numéro 2. Oui, c'est pas une décision nouvelle, hein. C'est simplement qu'au mois de juillet, quand on avait statué la première fois, un certain nombre d'informations nous étaient remontées que un certain nombre d'acteurs n'avaient pas été au courant. Donc on avait décidé de prolonger jusqu'au 31 août, ce qui nous a permis effectivement de faire remonter quelques candidatures, quelques dossiers de plus. Donc aujourd'hui, on va procéder à la délibération pour faire les versements, ce qui permet à 3 entreprises supplémentaires de toucher une aide. Question ? Merci. Donc oui, on me signale que sur le Harmonie Institut, donc il y avait eu une coquille. Hein, c'était qu'est-ce qu'il y avait sur la... C'est une autre entreprise, alors que c'est Harmonie Institut hein, qui a bénéficié de la... Voilà. Ok. Bon, ceci dit, est-ce qu'il y a des interventions souhaitées sur la question ? Non. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Point suivant, environnement. Demande de subvention exceptionnelle pour l'étude de travaux de voirie et du lac de l'Aromé suite aux inondations des 10 et 11 mai 2020. C'est François. Tout à fait, tout à fait. Allez François. Comme vous le savez, le 10 et le 11 mai, on a eu des intempéries, des inondations qui ont entraîné les dégradations sur 2 secteurs de notre territoire. Le premier sur la commune de Prignac. Pour la voirie dégradée, c'est le VC5 et VC207, pour un montant de 2 555 €. Dans le même cadre, sur le sentier du lac, côté rive gauche, un travail d'élagage et d'évacuation des arbres impactés par le glissement d'une partie du versant, pour 3 500 €. Et on en profiterait pour faire une étude d'expertise sur le même versant du lac de l'Aromé pour sécuriser, parce qu'on a des effondrements de rochers, d'arbres, et pour un montant de 1 500 €. Alors je ne vous redis pas toute la délibération, parce qu'elle est assez longue, et j'ai repris un petit peu tout ce qu'il y avait dans la délib. Donc ça va vous être soumis au vote, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ce sont des voies
Prégnac, c'est une voie communautaire. Et le lac de la Romée, c'est... Les gars sur la commune de Biac et que ce n'est pas dans le dossier, donc voilà, pose la question. Je pense que c'est ce qui a été déclaré, les demandes ont été faites. Voilà. C'est pour ça que ça a été mélangé avec le lac de la Romée. Il y a eu les intempéries et comme je disais, on profite de ça pour faire une étude. J'ai fait le tour du lac, c'est vrai que ça commence à être hyper dangereux avec tout ce qui s'effondre côté rive gauche. Je pense qu'André, tu connais mieux que moi. Et voilà, il y a des rochers qui tombent, il y a des trous partout. Voilà. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, c'est subventionné, me dit-on, à 80%. Bon, enfin, c'est normalement. Voilà. Donc, on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Toujours dans le cadre de l'environnement, proposition de classement en espace naturel sensible du site de l'île d'Orémont. Toujours François Dorin. Donc, il existe sur notre département trois types de statuts différents pour les ENS girondins, espaces naturels sensibles. Il y a le site ENS départementaux, les sites ENS départementaux associés tels que le Conservatoire du littoral, les sites ENS locaux, comme celui de l'île Raymond. Le site de l'île Raymond s'étend sur 44,70 hectares sur les communes de Paillé et de Rions. Il est concerné par le périmètre Natura 2000. Je vais vous passer la référence qu'il y a derrière. Le site est un véritable réservoir de biodiversité qui permet le développement d'une faune et d'une flore remarquables. L'île constitue un support d'animation. Les programmes d'animation nature-culture de Découvre ton île en sont à leur 7e édition. D'autres collectivités ou des structures des alentours n'hésitent pas à construire des projets pédagogiques en lien avec l'île. Enfin, le classement du site de l'île Raymond en ENS local et son intégration au réseau des ENS girondins est nécessaire depuis fin 2019 pour poursuivre le partenariat avec le département. Donc c'est pareil, la délibération est assez longue. Je pense que vous l'avez lu. Donc si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Des questions, chers collègues? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie bien. Toujours dans le cadre de l'environnement, adhésion à la charte Natura 2000 pour le site de l'île d'Orémont. Donc François. Donc là, vous avez vu, la délibération est très très longue. Donc il est prévu qu'on adhère d'adhérer à la charte de... Ouais, ça fait... Oui. Je vais y arriver, ouais. L'adhésion à la charte Natura 2000 pour le site de l'île Raymond. Il était prévu au mois d'octobre, mais vu le Covid, je ne sais pas si ça se fera, de signer avec le SMEAG. Ça devait se passer à Paillé, à la salle des fêtes de Paillé. On devait s'engager sous certaines conditions pour signer cette charte avec le SMEAG. Ça devait être signé par le président. Donc on a des engagements à tenir. Alors ces engagements, on les tient déjà. C'est des choses qu'on fait déjà depuis que l'île Raymond existe. Ce n'est juste une régularisation, mais ça permettra d'être dans l'espace Natura 2000 et de pouvoir surtout profiter de tout ce qu'on voit. Voilà. Je me suis perdu dans mes trucs. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous prie d'y répondre. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Et on remercie François Dorin pour la présentation de ces différentes délibérations. Nous passons au point suivant. Prévention et gestion des déchets. Modification numéro 2 du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes Convergence Garonne, et je donne la parole à Mylène Doroux. Bonsoir, c'est juste pour mettre à votre vote donc la modification numéro 2 de ce règlement des déchets, et plus particulièrement sur l'article 4.8 au sujet des déchets et des encombrants en porte-à-porte.
de façon à définir plus précisément ce qui est collecté ou non. Ce n'était pas mentionné aussi explicitement dans le premier règlement, et donc nous avons fait la liste, et vous avez pu le voir sur la délibération, de ce qui était ramassé ou non. Vous avez aussi les jours de ces collectes qui sont sur le dernier jeudi du mois pour certaines communes et le 4e jeudi du mois sur d'autres communes. Et vous avez effectivement comment ces collectes doivent être proposées, présentées, le tonnage, enfin pas le tonnage parce que ça serait trop important, mais le nombre de kilos ou le nombre de mètres carrés ou de mètres linéaires que vous pouvez déposer. Tout ça en vous inscrivant préalablement et en laissant vos coordonnées auprès du service concerné où il y a un numéro d'appel. Voilà. Donc c'est tout simplement pour redéfinir et approuver effectivement cette liste que nous avons fait de façon plus exhaustive sur ce règlement de déchets en porte-à-porte. Merci, Madame la Vice-Présidente. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, Mylène. Donc, on passe maintenant au tourisme, émargement à l'appel à projet de structuration touristique régionale porté par l'OTEM et désignation des représentants communautaires au comité de pilotage. Et je donne la parole à notre vice-président, Thomas Filiatre. Donc, bonsoir à tout le monde, merci Monsieur le Président. Donc, ces appels à projets existent depuis un certain nombre d'années. Effectivement, la CDC à l'époque, donc les deux CDC, avant, même les trois, avant qu'il y ait fusion, avaient candidaté sur ces appels à projets, donc côté rive gauche, côté rive droite, on ne va pas refaire l'histoire. Et depuis, effectivement, depuis 2 ans maintenant, il n'y a plus d'appels à projets qui sont portés par la région, donc c'est la région qui porte ça, qui propose donc à l'échelle d'un territoire, qui propose de mener des réflexions à l'échelle de plusieurs intercommunalités. Donc on en a parlé en commission effectivement de tourisme, on a été assez d'accord, donc effectivement tout ça n'est pas gratuit, c'est la région qui monte ces appels à projets, qui sont aidés par les offices de tourisme et par les comités de communes, et qui font finalement, qui mutualisent des actions. Vous l'avez effectivement sur la délibération. Donc le but est de mener ensemble, alors vous l'avez voilà, le but c'est quand même de maintenir notre présence à ces AAP. C'est important. À titre d'exemple, par exemple, l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers, avec qui on a des relations historiques depuis de nombreuses années, a refait par exemple son site internet et grâce à ces appels à projets a bénéficié d'une subvention de 50%. Donc c'est des choses qui sont importantes pour l'Office de tourisme, mais qui sont aussi importantes pour tous les adhérents de l'Office de tourisme, parce qu'ils peuvent, ça leur permet aussi, eux, d'avoir des subventions. Donc il faut délibérer, donc l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers nous a contactés. Il propose, donc il y a déjà un travail qui est mené pour cette année qui est à moitié fini. Il propose à peu près 7 000 € de participation dans notre CDC, et à peu près pour une année, ce serait une enveloppe de 15 000 €. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Et juste pour compléter un petit peu, il y a une désignation, et je propose effectivement que ce soit Thomas Filiatre, en tant que vice-président au tourisme, qui puisse être désigné. S'il y a d'autres candidats, est-ce qu'il y aurait d'autres candidats éventuellement? Non? Donc je vous propose de délibérer. S'il y a des questions particulières, non? Non? Oui? Intervenez, monsieur Gard. Donc, juste une question de détail. Donc, il y a une participation de 15 000 € pour la CDC. Y a-t-il dans le même temps une participation de l'Office de tourisme? Non, que de la CDC. Ok. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité et désigné à l'unanimité par voie de conséquence. Voilà. Donc la délibération suivante, toujours dans le registre du tourisme. Taxe de séjour, ajout d'une nouvelle catégorie, auberge collective.
Bon, effectivement, là, c'est une délibération pour nous mettre en conformité. La loi de finances, effectivement, a créé une nouvelle catégorie d'hébergement de type marchand, les auberges donc collectives. Donc, la délibération existe. Effectivement, pour qu'une délibération existe et soit applicable, il faut qu'elle soit effectivement à jour. Donc, je vous propose effectivement de rajouter cette petite partie des auberges collectives. On n'en a pas actuellement sur le territoire. Il y a actuellement toute une étude qui est menée aussi sur les hébergements. Alors là, c'est plein air, mais effectivement, ça pourra rentrer après un jour ou l'autre dans ces catégories. Au niveau des tarifs, ça ne change rien. On rajoute juste effectivement auberges collectives qui sont considérées comme des... c'est classé par étoile, donc comme une étoile. Voilà. S'il y a des questions. Des questions? Je vous propose de délibérer s'il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. C'est la 16 maintenant. Réalisation d'un diagnostic touristique par une commande d'atelier d'étudiants avec l'Université de Bordeaux-Montaigne, master à Geste. Donc, le master à Geste, effectivement, est un master de Bordeaux-Montaigne, pour ceux qui connaissent, qui est un master assez réputé, où, par exemple, tous les directeurs d'office de tourisme sortent de ce master. On a fait cette proposition aussi lors de la commission de tourisme. Il s'est avéré que quand on a fait effectivement la visite de l'office de tourisme, mais aussi d'un certain nombre de personnes et d'acteurs du tourisme du territoire, il en est ressorti qu'il n'y avait pas forcément de vision à plus ou moins long terme du tourisme. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées sur la CDC, mais peut-être qu'on a besoin maintenant de se recentrer sur ce que l'on souhaite, avoir un vrai projet touristique sur les années à venir, sur 3-4 ans. Et ce master donc, propose une commande d'atelier. Alors on aurait la chance de l'avoir, en tout cas ils sont intéressés par le territoire, et ils nous proposent donc de faire un diagnostic territorial du tourisme, mené évidemment en lien avec la commission de tourisme, mais aussi avec l'office de tourisme, les adhérents, et puis après quelquefois ça peut être aussi plus large, et toutes les communes évidemment seront associées à ce diagnostic. C'est un coût de 3 000 €, ce qui s'explique parce que comme c'est des étudiants, on paye en gros une logistique. Et ça permettra, donc c'est sur 6 mois à peu près, jusqu'au mois de mars 2021, les conclusions. Et ça nous permettra d'avoir une vision assez claire de ce que l'on souhaite pour le tourisme pour les années à venir. Et surtout, les investissements que nous devons faire pour l'avenir. On sait que le tourisme évolue, ce qui est vrai maintenant ne sera pas forcément vrai dans 5 ans. Le tourisme, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose, mais à l'instant T. Donc ce sont des consommateurs. Et ce master permet d'avoir une vision actuelle du tourisme. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite... Oui, André. Juste une petite réflexion. Je crois que je suis à mon 4e mandat, 4e diagnostic sur le développement touristique de nos territoires, et jamais de réalisation. Donc vous savez que je suis un peu allergique aux études. Bon, c'est une étude qui ne coûte pas cher, certes. C'est vrai qu'on a peut-être besoin de réactualiser, mais il faudrait surtout mettre en œuvre des projets et puis les réaliser. On est d'accord. Monsieur Garat. Sans surprise, j'ai une réaction un peu dans le même sens. J'ai l'impression que la communauté de communes se transforme en un vaste bureau d'études. On empile les diagnostics, les projets soi-disant intéressants, et qu'effectivement on a du mal sur l'action. J'aurais aimé entendre ce soir de la part de notre vice-président sur le tourisme quel état un petit peu un état diagnostic de la saison touristique dramatique qu'ont vécu un certain nombre des restaurateurs, hôteliers, viticulteurs et tous ceux qui sont impliqués dans le tourisme. On a un office de tourisme et j'aurais bien aimé qu'on ait un compte-rendu sur ce point-là et qu'on puisse rapidement mettre en œuvre des actions simples pour faciliter le rebond économique de ces secteurs d'activité. Là, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a une assemblée générale de l'office de tourisme très bientôt, où ils vont nous présenter effectivement les chiffres. On sait que la saison est pas bonne, on ne peut pas tirer de conclusion sur une saison comme ça. C'est très difficile, notamment sur le tourisme fluvial, qui on fait partie des territoires quand même importants au niveau du tourisme fluvial.
et on ne peut pas tirer de conclusion là très, très rapidement. En tout cas, voilà. C'est un travail qui va être mené avec l'Office du tourisme, qui est déjà mené avec eux. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de conclusion sur cette année. Il faut qu'on se laisse encore, parce que l'Office du tourisme a décidé d'être ouvert encore actuellement. Ils ont marché sur certaines choses, mais la situation fait qu'on n'a pas forcément de conclusion. On les connaît déjà, mais de conclusion très fines. Mais si j'ai bien compris aussi au niveau de l'Office du tourisme, ils viendront faire, comme ils le font d'habitude, un compte rendu exhaustif à la fin de la saison. Donc ce que demande M. Garin, il aura à la fin du mois d'octobre, très probablement. Alors, je vous précise à la fin du mois d'octobre, mais vous me dites que l'Assemblée Générale se tiendra le 28 septembre. 28 septembre. Je vous rappelle que l'Office du tourisme est censé présenter son rapport annuel financier à l'Assemblée délibérante avant de le présenter à sa propre Assemblée. Ça fait partie des règles d'un office du tourisme financé par une collectivité. Donc on ne devrait pas l'avoir fin octobre, mais on devrait en être en possession aujourd'hui. Et on devrait, je ne sais pas quel est le fonctionnement de l'office du tourisme, c'est quand même un fonctionnement qui pèse pour une ligne budgétaire assez importante, que je ne connais pas pour autant. Et ça serait bien de savoir quels sont le nombre d'adhérents, quel est le fonctionnement et quelle est la vie réelle de cet office du tourisme par rapport aux activités qu'on lui a déléguées. Donc je pense que c'est important de rappeler à la gouvernance actuelle de l'Office du tourisme qui doivent des comptes à l'Assemblée délibérante et non pas seulement aux administrateurs qui siègent dans leur instance. Il y a des conventions passées avec l'Office du tourisme. On aura les chiffres très, très rapidement. On sait qu'ils ne sont pas bons, mais on aura les chiffres très rapidement. On aura les chiffres du budget. On passe des conventions aussi avec eux. C'est aussi le but de cette étude-là, de pouvoir avec eux travailler sur une convention d'objectifs, de structuration touristique. Ils sont là pour faire la promotion du tourisme. On leur a délégué, en tout cas, cette compétence qui reste quand même communautaire. Mais effectivement, on aura les chiffres très vite. Pour le moment, on ne les a pas. De toute manière, oui, comme on me précise, la saison n'est pas totalement terminée. Hein. Mais je précise, et vous aurez l'occasion, chers collègues, de les interpeller quand ils viendront faire présenter leur bilan. Alain Quérens souhaite intervenir. Donc, juste pour compléter ce qui a été dit, donc on a une convention avec l'Office de tourisme. Dans cette convention, il est précisé que les comptes sont présentés à la CDC en fin d'année, justement pour... Et donc, je vois mal le président de l'Office de tourisme présenter des comptes à la CDC avant qu'ils aient été validés par son propre conseil d'administration, sa propre assemblée générale. Donc, mais vous avez dit juste le contraire tout à l'heure. C'est prévu comme ça, c'est prévu que ce soit présenté à l'assemblée générale de l'Office de tourisme qui valide les comptes et qui les présente ensuite à la CDC. C'est comme ça qu'il est écrit dans la convention, en tout cas. Bon. Hein. Monsieur Clavier. Juste une réaction par rapport à l'étude, et Dieu sait si je ne suis pas favorable non plus à la multiplicité des études. Je crois qu'aujourd'hui, cette étude, il faut plus la considérer comme une aide à la décision, parce que des projets, on en a. Aujourd'hui, c'est de savoir ceux qu'on va pouvoir faire et mettre les priorités. Parce que je pense qu'on est obligé de faire des choix, et cette étude va dans ce sens-là, pas de recréer des nouveaux concepts ou des nouvelles choses. On a juste besoin d'une aide à la décision. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, une abstention, donc adopté. Le point suivant concerne l'urbanisme. Exclusion du champ d'application de la DPU, de la vente des lots du lotissement, le domaine de Janton, commune de Prégnac, et la parole est à notre collègue Alain Quérens. Bien, comme vous le savez, donc, la CDC exerce donc le droit de préemption urbain. À la demande de la commune de Prégnac, donc, qui nous a demandé d'exclure ce droit de préemption pour un lotissement qui s'appelle le domaine de Janton, de manière à ce que chaque lot ne soit pas obligé d'engager, si vous voulez, une procédure qui passe par la mairie pour la vente
qui consulte la CDC pour voir si elle a l'intention d'aliéner ce bien, etc. Donc pour faciliter la vente par le lotisseur, la commune demande à la CDC donc d'exclure le droit de préemption sur ce lotissement, voilà, pour simplifier et raccourcir les délais de vente des lots. Des questions? Juste, je complète rapidement. Effectivement, c'est une zone qui est constructible, qui depuis très longtemps devait être constructible. La commune n'a pas forcément d'intérêt, c'est pas un terrain qui est communal. Par contre, par respect, les trois élus de Prégnac s'abstiendront sur cette délibération. La parole est à Bernard Mattei qui l'a souhaité. Non, juste une petite précision. Je suis tout à fait d'accord avec cette délibération. On a déjà travaillé de cette façon avec Pujol-sur-Ciron. Il me semble que la délibération doit être beaucoup plus précise. Là, on met des lots et des surfaces. C'est surtout qu'on va surtout préempter, et vous allez préempter sur des parcelles, sections, numéros, lieux-dits, communes, surface. Je pense qu'il faut préciser tout ça dans la délibération. Et même à l'époque, on avait fait ça, je crois, sur Pujol-sur-Ciron. Nous avions adjoint à la délibération un plan qui délimitait parfaitement la zone qui allait être exclue, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et un plan qui avait été validé par la commune, de telle manière qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. Voilà. Simplement, merci de cette précision. Allez. Non, Monsieur Mattei a tout à fait raison. Ça avait été fait comme ça sur Pujol, et effectivement, c'est passé par... c'est une précision qui est importante et qui doit être apportée si tout le monde en est d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté, je vous remercie. Toujours dans... Hein, les 3 élus de Prégnac, comme l'avait annoncé le maire. L'urbanisme, instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune d'Armanaz. Voilà, dans le même objectif, mais à l'inverse, et cette fois-ci, la commune d'Armanaz nous demande de mettre en place le droit de préemption sur ces zones U, AU et de son PLU, de manière à pouvoir un petit peu gérer les départs de l'eau. Donc voilà, elle nous demande de mettre en place ce droit de préemption urbain sur son territoire et dans les zones urbanisées et à urbaniser. Des questions? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie. Un dernier point sur l'urbanisme. Approbation de la déclaration du projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Portets. Bon, comme vous le savez, donc, nous sommes dans l'obligation donc, de travailler sur l'accueil des gens du voyage. On avait des projets, on avait des demandes dans l'ancien schéma sur rive droite et rive gauche. Là, ça a été revu, donc on nous demande de mettre en place là où il y a un intérêt pour le territoire et pour les gens du voyage. Donc c'est un dossier qu'on travaille depuis plusieurs années. Donc il a été convenu donc, de créer un projet de STECAL, c'est-à-dire secteur de taille et d'accueil limité, pour accueillir de façon permanente donc, les gens du voyage. Ce dossier donc, a fait l'objet d'un avis favorable de la part de l'État. Donc il faut mettre en compatibilité le PLU de Portès. Il est prêt à être approuvé. L'enquête publique s'est déroulée en 2 temps, du 21/02 au 23/03, puis suspension à cause du Covid, et puis ça a repris à partir du 22 juin jusqu'au 29. Voilà, donc on vous propose donc de valider cette création de STECAL. Ça se situe sur la partie de carrière Gaïa à Portès, qui est en bordure du chemin des limites, qui jouxte donc déjà des installations pour les gens du voyage qui ont été réalisées par la CDC de Montesquieu sur la commune de Castres. Il s'agit de créer 6 emplacements pour 12 caravanes avec le respect de tout un tas de règles d'environnement, notamment par rapport aux zones viticoles au nord, le stockage des eaux d'écoulement, des choses comme ça. C'est une première tranche. Voilà, et le projet, donc, voilà, donc on est en phase donc d'approbation par rapport à ça.
Juste une précision, j'avais M. Trénit qui m'avait sollicité donc, pour savoir si ça remplaçait donc, les terrains qui avaient été dans l'ancien schéma imaginé sur Podensac et Bégaï, je crois. Voilà, donc c'est pas... ça remplace, mais ce schéma, il est complètement différent par rapport à l'ancien schéma. Donc je crois que M. Boutinon m'a précisé qu'il y avait 30 places à créer sur le long terme. Voilà, on en crée déjà 12, c'est déjà pas mal pour l'instant. Bon, donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Point suivant, qui concerne les finances. Donc, répartition du fonds de péréquation, le FPIC. Et la parole est au vice-président aux finances, Bernard Mateille. Bon, c'est une délibération qu'on prend systématiquement tous les ans par rapport à ça. Donc le bureau s'est réuni et le bureau a décidé effectivement de rester sur la même répartition, c'est-à-dire le droit commun tel que nous l'avions fait jusqu'à présent. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Toujours dans le cadre des finances, constitution de la commission intercommunale des impôts directs, CID. Vas-y, Bernard. Oui, je crois qu'il faut proposer à l'administration, Benoît, c'est ça Oui. Une quarantaine de noms. Oui. Donc quels sont les 3 qui ne veulent pas y être? 1, 2, 3. Voilà. Donc les noms, alors c'est... Hein? Oui, mais c'est le... Oui, c'est... Et ceux par procuration. Titulaire et suppléant. Hein? Titulaire et suppléant. 40, on en propose, il n'en sortira que 10 titulaires et suppléants. C'est après l'administration qui choisira. Qui sort par le directeur des services fiscaux. Voilà. Enfin. Oui. Cathy Bertin. On a fait des retours de propositions sur cette commission. Pour être plus simple. Là, vous les avez au... On avait mis 3 noms parce qu'on n'avait pas le retour, la réponse. Bon. Ça suffira. Voilà, lequel vous voulez? Le premier. Monsieur Tanguy? Monsieur Tanguy? Monsieur Tanguy, d'accord. On fait comme ça. Tanguy, pardon. Après, je vous rappelle, comme pour la commission communale, c'est l'administration qui choisit les noms, enfin qui les met dans l'ordre. Ok? Alors, si vous en êtes d'accord, est-ce que on le fait à main levée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à ce qu'on le fasse à main levée? Personne? Non, mais quand je dis à main levée, sur la proposition qu'on vous fait, avec les modifications qu'on vient d'apporter, je vais vous demander s'il y a quelqu'un qui est contre cette proposition. Là, on a dit que... Oui, mais le problème d'ailleurs, on risque d'avoir ça dans la suite, quand on vous sollicite au niveau des communes pour faire remonter, parce que ce n'est pas obligatoirement des conseillers communautaires sur certaines élections, il faut nous les faire remonter, parce que nous, on ne peut pas... S'il y a certains de vos collègues qui sont intéressés pour faire partie, être délégués dans différentes commissions qui vont être, enfin, pas des commissions, mais sur la commission locale d'évaluation des charges, et ainsi de suite, il faut nous le faire remonter. Parce que nous, on ne peut pas les inventer. Alors on arrive effectivement au conseil communautaire, et là, ça peut demander beaucoup de temps. Alors là, bon, sur le premier point, la Constitution, vous savez comment ça fonctionne, vous l'avez à l'échelle de vos communes. On peut surseoir, si vous voulez, et on attend que véritablement vous nous fassiez remonter
pour la prochaine fois, les noms exacts sur vos... sachant que, en principe, ça correspond à peu près à un représentant, hein, c'est ça? Un représentant par un... Oui, enfin, il n'y a pas de règle, voilà. spécifique. Si toutes les communes font remonter au moins un nom, voilà, on a Voilà. au moins deux noms, comme ça on a nos 40 noms. Bon, Il en faut 40. Il en faut 40. 20 titulaires, 20 suppléants. Bon, c'est une réunion par an. On propose à l'administration et l'administration fiscale, dans ces 20, 10 et 10. Comment? Oui, Michel? Là, il y a une proposition. Tout à l'heure, il proposait, sauf que j'ai compris que sur Escoussan, il y avait Tenguy. Hein? Moi, je... Non, mais, Monsieur le Président, on ne peut pas faire ça comme ça, parce que c'est une commission quand même un peu technique. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés. Moi, je vois la personne que je représente ici aujourd'hui, Béatrice Cariesco, qui est déléguée communautaire, qui ne trouve aucun intérêt, donc elle n'est pas volontaire, si vous voulez. Donc il vaudrait mieux aller chercher la liste des gens qui veulent y aller, plutôt que de faire une liste par défaut. Donc j'en reviens, je suis tout à fait d'accord, M. Garin. À ce moment-là, on va demander une ultime fois aux communes de nous remonter, effectivement, au moins un par commune. Et normalement, c'est équivalent au nombre de sièges, sauf qu'on en aura 3 de trop qu'il faudra enlever. Sauf que quelque part, il faudra que vous proposiez, parce qu'il y a 2 listes, il faut qu'on propose 2 listes, une liste de titulaires et une liste de suppléants. Donc il faudra 20 et 20. Il n'y a pas de souci, moi j'avais trouvé cette simplicité parce que par expérience par rapport à cette commission, elle dure à peu près 2 heures. Ouais. Il y a des chiffres partout, il y a des grands tableaux dans tous les sens. L'administration fiscale nous noie complètement. Et croyez-moi que la plupart des gens ne viennent pas et on arrive à peine à faire le quorum. Et c'est une fois par an. Hein. Donc on ne va pas trop se prendre la tête sur cette surtout qu'en plus on va discuter des bases de CFE. Et des bases de CFE, lorsqu'il s'agit effectivement d'une modification de surface sur les caves de l'Andiras, croyez-moi, il y en a 4 ou 5 pages. Il faut presque être polytechnicien pour essayer effectivement de sortir effectivement des arguments qui iraient à l'encontre de l'administration fiscale là-dessus. On le pratique aussi dans nos communes, au niveau des commissions communales des impôts directs, où il est très difficile à un moment donné de travailler sur les valeurs locatives cadastrales si on n'a pas les éléments qui vont bien. Bon, mais ceci, moi, aucun problème, Monsieur le Président, on sursoit à cette délibération. On ajourne et on vous demande, cette fois-ci, envoyer un par commune et après un ou 2 par commune et puis après on va au moins établir une liste, quoi. Et on vous proposera la liste la prochaine fois. Mais faites-nous remonter les noms parce que nous on peut pas les inventer, vous vous doutez bien. Donc on ajourne ce point-là, hein, c'est ok, on voit ça pour la prochaine fois. Bon. Après, pour la CLEC, je présume que c'est pareil. Hein. La CLEC, normalement, on a les représentants qui correspondent au nombre de sièges, de sièges à la CDC. Mais on n'a pas de remontée de nom. Alors, la CLEC, ça a quand même son importance parce qu'on sera amené à très probablement que ça nous revienne un jour ou l'autre et qu'il faudra qu'on réaborde le sujet. Bernard. Oui. Non, mais en ce qui concerne la CLET, on peut faire le même schéma que la commission avant. Hein. Parce que la CLET, elle ne va pas se réunir avant la fin de l'année. Croyez-moi, parce qu'on n'est pas forcément prêt, mais il va falloir qu'elle se réunisse dans pas longtemps. Donc, Monsieur le Président, moi je propose, s'il n'y a pas de remontée, de relancer un petit peu au niveau des communes et de faire en sorte qu'il y ait des remontées, parce qu'il y a certaines communes où effectivement, ce n'est pas forcément les représentants communautaires qui voudront siéger à la CLET. Hein. Oui, tout à fait d'accord. Voilà, donc là aussi, hein, je pense, la CLEC a toute son importance et il faudrait au moins, moi à mon avis, au moins qu'il y ait les maires. Hein, qui soient à la CLEC, parce que c'est quand même, ça va impacter votre budget communal. Hein.
Donc, les maires, et puis, bien évidemment, ceux qui ont plus d'un siège, eh bien, ils désignent, ils complètent. Hein. Mais il faut qu'on ait ces propositions-là. Donc, faites-nous le retour. Si c'est le maire, ben c'est... Enfin, moi, je crois que ça... Il n'y a pas d'obligation, mais enfin, c'est plutôt souhaitable, quoi. Au moins qu'il y ait le maire. Ça c'est vrai, ça c'est une grande vérité que tu viens de dire. Donc, vous m'inscrivez, vous êtes au du mort, Michel Latapie. Voilà. Et Michel, on a bien entendu, mais si un petit mail en dit... Alors, il faut le formaliser au niveau au niveau de la commune. Voilà. Alors, oui, là, il y a deux manières pour la désignation au niveau de la clé. Soit c'est le maire qui fait une lettre express, une décision, c'est lui qui décide. Hein, et il dit, voilà, je propose à la clé un tel... Enfin, voilà. C'est une décision, mais c'est recommandé quand même que ça passe... Enfin, il est recommandé que ça soit une délibération communale. Hein. C'est mieux. Mais il peut y avoir une décision juridiquement si le maire peut prendre l'arrêté enfin, voilà. Mais à mon avis, passez-le en conseil municipal, ça sera là, il n'y aura plus aucun souci à mon avis. Donc, et vous nous faites remonter ça dès que vous pouvez, c'est-à-dire dès le prochain, pour le prochain conseil du 14. Quoi. Il faut que, par contre, on aboutisse là. Hein. Donc ça, ce point-là est de nouveau est ajourné, également comme le précédent. Après, nous arrivons sur des élections. Alors, sur chaque élection, normalement, ce sont des élections uninominales, c'est-à-dire que normalement, c'est un bulletin secret. Mais, à chaque fois que je vais vous poser la question, je vous poserai deux questions. La première, est-ce que vous êtes d'accord pour désigner à main levée? Si tout le monde, si personne est contre cette proposition-là, on passe ensuite à l'élection à main levée. Hein? D'accord? Sans quoi on sera obligé de passer au vote à bulletin secret. Hein. Uninominal, c'est-à-dire non pardon. Vous voyez un petit peu, on en a pour quelque temps. Donc, première élection. Élection des membres du conseil d'administration de la mission locale des Deux Rives. Est-ce qu'il y avait des... Non, il y avait combien il en faut? Donc il y a 6 personnes. Est-ce qu'il y a... Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on va voir qui est candidat. Donc il y a Sylvie Porta. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il en faut encore 5. Denis Pernin, Alain Giroir, Jean-Marc Pelletan, Bernard Mattei, Vincent Joanneau, et là, où on est? Et Mylène Doro, on est à combien là? Voilà, alors, comme il y en a 7, je propose qu'il y ait Alain Diras, vous voyez. Comment? Il y a aussi 2 à Podensac, ah oui. Oui, alors, oui, à Podensac, il y en a 2 aussi. Moi, pas de problème, tu peux me sortir. Bon, donc, pour Podensac, bon, ben voilà, le problème est entendu, donc, puisque c'est Denis Pernin, donc, et là, on a nos 6 candidats, hein. Ok, d'accord. Donc je vous pose la question, est-ce que qui est contre que l'on vote à main levée? Personne? Donc adopté à l'unanimité. Donc je vous propose maintenant quels sont ceux, est-ce que oui, qui vote pour la liste
des 6 candidats? Enfin, qui est pour? Voilà. Voilà. OK? Voilà. Bon, baissez les bras. Qui est contre? Comme ça, ça ira plus vite. Donc, il n'y en a pas de contre. Qui s'abstient? Donc, vous êtes élu à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, première élection terminée. Deuxième élection. Élection des délégués communautaires au conseil d'administration de l'Office du tourisme du pays de Cadillac et Podensac. Et il faut 18 membres. Voilà. Là, on n'a que des titulaires et pris au sein du conseil communautaire. Hein, il faut que ce soit des conseillers communautaires. Oui. Juste un petit mot. Effectivement, j'ai eu certaines personnes, on en a parlé en commission aussi tourisme. Il faut des conseillers communautaires. Il y avait des conseillers effectivement municipaux qui s'étaient inscrits, mais d'après les statuts de l'Office de tourisme, il faut des conseillers communautaires. Au nombre de 18, alors je vais vous en proposer, parce que j'ai eu aussi des gens aussi au téléphone, et puis on en a parlé lors de la commission de tourisme. Donc Marie Fortinon de Podensac, Mylène Doro de Guillos, André Massieu donc de Gabarnac, c'est ce que vous voyez écrit, Jérôme Gauthier de Paillé, Sylvie Porta de la Roque, Dominique Clavier de Pujol-sur-Ciron, Daniel Boucher de l'Estiac-sur-Garonne, François Dora de Bégueil. Je vous propose, après, pour que ce soit aussi cohérent, Jocelyn Doré de Cadillac, Vincent Joanneau de Rions, Julien Le Tacon de Sérons, Patricia Peigné d'Ilas, Alain Querens de Donzac, Michel Latapi de Sainte-Croix-du-Mont, Jean-Marc Depuy de Podensac et Fabrice Reynaud, qui est conseiller communautaire mais suppléant, a le droit aussi d'y être, d'Arbanas. Ça représente 17 personnes. Il manquerait une personne, si quelqu'un est intéressé. Voilà, le but était effectivement que les conseillers communautaires de la commission de tourisme soient aussi au conseil d'administration, pour qu'il y ait une logique de l'Office de tourisme. Donc on a, si j'ai bien compris, on a nos 18 noms. Donc vous savez, c'est l'importance parce qu'on a une représentation paritaire. Hein, c'est-à-dire on a en personnalité qualifiée ou personnes qualifiées, ils sont au même nombre que nous. Donc là, je vous repose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à l'élection à main levée? Non? Donc on va passer à l'élection à proprement dite. Qui est pour cette liste de 18 noms? Levez la main. Oui, qui est pour? Qui est baissé? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, adopté. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant sur l'élection des délégués communautaires au clic Suc-Gironde. Donc, il y a combien de candidats il faut là? Alors, est-ce qu'on les a là? Donc, un titulaire, il nous manque. Et 7 suppléants. Oui. Je vois que sur la liste, vous avez éliminé Isabelle Courbin, puisqu'elle était conseillère non communautaire, mais elle est suppléante et conseillère communautaire suppléante. Alors je viens d'entendre précédemment qu'il y en avait un qui était intégré, alors je ne vois pas pourquoi. Oui, non, mais moi, alors je suis d'accord. Hein. Considérant qu'elle est suppléante, pour moi, elle rentre dans le cadre des... Hein? S'il n'y a pas d'opposition de la part des collègues, moi, je suis tout à fait favorable à ça. Surtout Madame Courbin, qui a quand même, en la matière, a des qualifications et des compétences, quoi. Donc, ça fait la 7e. Donc, pour les titulaires, on est bon. Il nous faut 7 suppléants. Qui serait candidat pour être suppléant? Levez la main. François Dora. Alain Giroir. Madame Peigné. Madame Cathy Bertin. Laurence... oui.
Laurence dos Santos, après. Monsieur, Daniel Boucher. 5, il nous en manque 2. Monsieur Dréau. Encore un. Combien il y a de réunions par an là? Enfin, il n'y en a pas beaucoup. 2, 3, maxi. Donc, un dernier suppléant ou une dernière? Madame, d'accord, merci beaucoup. Ok, donc je vous repose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à l'élection à main levée? Non, donc c'est tout le monde est d'accord. Donc je vous propose donc la liste qui a été constituée. Est-ce que qui est pour cette liste? Levez la main. Qui est baissé? Qui est contre? Et pas d'abstention? Non? Bon, ben, très bien. À l'unanimité de nouveau. Parfait. Donc, élection d'un délégué communautaire au conseil de surveillance du centre de long séjour de Podensac. Donc, il y avait un candidat là? Oui. Jean-Marc Depuy, qui est de Podensac, tout naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non? Est-ce qu'il y a une opposition à ce qu'on fasse une élection à main levée? Donc, on va pratiquer. Qui est contre la candidature de monsieur Dupuy? Personne. Qui s'abstient? Donc, il est glorieusement à l'unanimité. Bon, merci beaucoup. On passe à l'élection suivante. Alors, élection des délégués communautaires au conseil de surveillance du centre hospitalier de Cadillac. Là, on avait ces 2 noms et on vous propose Madame Cathy Rudel et voilà, Auvray de Rions. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non? Donc je vous propose toujours, est-ce que quelqu'un est opposé au vote à main levée? Donc personne. Donc je vous propose de voter. Qui est pour la candidature de ces 2 candidates? Voilà. Qui est pour? Donc levez la main. Qui est contre? Baissez. Et qui est contre? Personne. Et qui s'abstient? Personne. Donc, Cathy Rudel et Auvray. Voilà. Donc, élection des délégués au pays d'art et d'histoire. Et il faut combien? Un titulaire, un suppléant. Un titulaire, un suppléant, hein, c'est ça, Jérôme? Donc, qui c'est qui est proposé alors? Tout naturellement, ouais, il me semble que le VP est tout indiqué. Et comme suppléant? Non, parce que les maires, ils sont par défaut. Les maires des communes, ils sont tous liés par défaut et Jocelyn aussi. Oui, parce que Vincent, toi, en tant que maire, puisque tu es maire d'une commune, Paul, donc tu es automatiquement inscrit dedans. Tu es de droit, quoi. Voilà. Donc, je vous propose donc Thomas Filiat, qui est le VP au tourisme. Ça a du sens. Pareil. Il y a eu une réunion hier soir et j'étais avec les 2 personnes. Oui, non, mais il faut le reformuler, donc ouais. Formaliser. Ok. Donc. Oui, le chef du
c'est une désignation là, hein, à ce moment-là. Bon, donc il y a ces deux noms, donc je vous rappelle, Jérôme Gauthier et comme suppléant Thomas Filiatre. Donc, est-ce que quelqu'un est opposé à ce qu'on fasse une désignation, enfin une élection à main levée? Non. Bon, qui est contre cette... Non, oui, j'ai inversé, je m'excuse. Bon, c'est pas grave. Bon, qui s'abstient? Donc, ils sont élus à l'unanimité, je vous remercie bien. Donc, élection des délégués communautaires au syndicat mixte de l'aménagement du bassin versant du Ciron. Donc là, normalement, on avait la... Voilà. Ah. Oui, mais il y en a deux de Guillaume et deux d'Ilas. Donc, qui Il y en a deux de Guillaume et deux d'Ilas. Ah, deux de Prégnac aussi, je crois. Ah oui, deux de Prégnac. Il y en a deux de Prégnac. Deux de Guillaume et deux d'Ilas. Bon, donc il faut, si j'ai bien compris, sur la liste qui vous est proposée là, il faut en enlever un dans les titulaires et un dans les suppléants. Je retire ma candidature pour laisser Bernard. D'accord. Donc, en titulaire, c'est bon, on a le nombre. En suppléant, Non, mais il y a deux Ilas et Sophie. Combien il faut de suppléants? oui. Il y en a deux. Patricia se retire. Il y a deux Guillaume, deux Ilas. Non, mais Patricia se retire. C'est... Oui. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Bon, donc, alors on a, en titulaire, Valérie Ménoré, Dominique Clavier, Jean-Patrick Soulet, Bernard Daney, François Guillemoto, Muriel Flan et Frédéric Pédurand. Et en suppléant, Catherine Lucchio et Didier Charlot. On est d'accord? Qui s'oppose à l'élection à main levée? Personne. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette liste? Il y a quelqu'un qui s'abstient? Donc, cette liste est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie bien. Et la dernière élection, c'est élection du délégué communautaire à la commission consultative de transition énergétique. Il y a un candidat. Oui, c'est pas... la transition énergétique, est-ce qu'on a un candidat ou une candidate? Non? Oui, il en faudrait. Pourtant. Non, c'est bon. Ça y est, il est là. Ah? Il n'y a pas le choix. On a un peu poussé. C'est François Doran. Voilà. Bon. Avec, oui, il a spontanéité et empressement. Voilà. Merci François. Bon, je vous propose qui est contre la désignation à main levée? Donc, qui est contre la candidature de François Doran? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie beaucoup, François Dora. Et... Merci à vous. Bon, voilà, bravo. Ah, bien. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux questions diverses. Et en première, puisque hier, nous avons eu une réunion auquel assistaient ailleurs André Massieu, Hervé David, le maire de Montprin-Blanc, et j'ai demandé à Mathieu Truffard
qui est notre délégué et représentant à Gironde Numérique, de faire un petit compte rendu au conseil communautaire. Donc, Mathieu, vous avez la parole. Voilà, donc on a eu, par rapport à Gironde Numérique, alors l'activité de M. Truffard, elle est très active en ce moment, sur Gironde Numérique notamment. Donc on a essayé de répondre aux demandes donc, de Gabarnac en spécifique, et plus généralement aussi des communes de Loupiac, de Montprin-Blanc, qui s'inscrivent dans une labellisation au niveau de l'UNESCO de paysages remarquables. Je ne me trompe pas, hein, vous m'arrêtez. Suite à ça, donc, les travaux de Gironde de la fibre se sont mis en route et il y a eu des poses de poteaux qui ont été mis sur le territoire. J'ai été les voir lundi, en effet, il y en a quelques-uns quand même. Et donc, ce qui a amené un petit peu de réticence, je comprends. Mais aujourd'hui, les travaux sont lancés et donc on va essayer de trouver au moins une méthode de travail avec Gironde Numérique qui ont été assez, quand même, ils nous ont bien montré qu'il n'y avait pas une grosse marge de manœuvre, mais qu'ils étaient quand même à l'écoute de ce qui se passait. Donc ce qu'il faut faire maintenant par rapport à cette démarche-là, je crois que c'est mis en route par rapport à Gironde Numérique qui va essayer donc, de voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, aux autres maires, voilà ce que j'ai à demander. C'est-à-dire que quand vous recevez la DICT concernant Orange, c'est Orange qui vous envoie ça, avec les travaux, vous ne signez pas. Vous contactez la CDC ou moi-même, on est d'accord. Suite à ça, nous, on va avoir... Je vais retirer, excusez-moi, je vais retirer la chaise. On va avoir, suite à ça, nous, un travail en commun donc avec la commune pour voir un petit peu, justement, les points qu'ils aimeraient aménager par rapport aux poteaux. Il y a des plans qui sont un peu cachés. Hein, c'est ça la grosse problématique pour nous, c'est qu'il y a des plans que Gironde Numérique a, mais qui ne peuvent pas être diffusés. D'accord? Légalement, ils ne peuvent pas. C'est Orange qui les fournit avec... À tel endroit, on mettra des poteaux, à tel endroit, ça va être enterré, à tel endroit, voilà. En gros, c'est ces plans-là. Et ces plans-là, on va pouvoir, nous, y accéder en y allant. C'est-à-dire, moi, je pense que je vais y aller, après avoir conversé avec chaque maire, en disant, ben là, les poteaux devant tel viticulteur, par exemple, c'est pas possible. Il a besoin de faire un demi-tour à tel endroit, ça va pas être possible. C'est tous ces détails-là, mais on ne pourra pas tout bouger. Ce qu'il faut, c'est trouver des compromis. Si vraiment il n'y a pas de compromis, il y a aussi le choix, et ça, c'est une responsabilité du maire, d'arrêter les travaux. Mais ça veut dire pas de fibre. Voilà, parce que c'est signé. Ah oui, c'est signé. Et pour vous représenter, si on fait enterrer, vous connaissez à peu près les prix, si on fait enterrer 1 km de ligne, c'est 50 000 €. Et le fait d'enterrer là, c'est, enfin en moyenne, ça dépend un peu du terrain, on a vu ça hier, hein, ça dépend un peu du terrain, ça dépend de beaucoup de choses. Ce prix supplémentaire à l'aménagement des travaux prévus initialement, on va essayer peut-être de le répartir, mais je pense que la grosse partie, c'est pour les communes. La CDC ne va pas pouvoir forcément financer à hauteur, s'il y a 20 km ou 30 km, vous imaginez, en termes de tarifs, ce n'est pas forcément gérable. Donc il va falloir faire des choix. On est là pour faire des choix, enfin, vous êtes élus, on est tous élus, pour faire des choix. Je ne peux pas vous vendre du rêve, je peux vous dire qu'on va essayer de travailler avec vous. DICT reçu, vous ne signez pas, vous nous contactez. On va avoir un groupe de travail avec des techniciens qui vont permettre de négocier. On a une marge faible, mais on a de quoi faire. Ensuite, on est aussi en relation avec Gironde Très Haut Débit, filiale de Orange, qui était à La Réunion aussi, qui nous ont expliqué qu'à certains moments, s'ils ont une ligne de 30 ou 40 poteaux à poser, s'il y en a 2 à décaler pour laisser un viticulteur travailler ou libérer une entrée plus large, etc., ils le feront. Enfin, quand vous faites vos enfouissements aujourd'hui, je vous invite à vérifier les fourreaux et à enfouir un maximum en amont, dans vos travaux et dans vos démarches. Sachez que Gironde Numérique reste quand même un syndicat où tout est limpide, tout est dit, tout est annoncé, même s'il y a des plans, mais ça c'est légalement qui sont plus ou moins secrets, hein, c'est pas eux qui, sinon ils nous les délivreraient. Donc c'est des personnes avec qui on va travailler en bonne entente. Je crois que pour Gabarnac, j'espère un tremblement de voix, le président a été assez clair là-dessus, il va peut-être avoir une marge pour ce hameau de Gabarnac où il y a un problème. Et il y avait d'autres solutions aussi proposées. Donc il y a des solutions, elles ont un coût. Il va falloir faire des choix. On est là pour ça, on est élu pour ça. Voilà. Je vous laisse, Monsieur le Président, peut-être rajouter si j'ai oublié des choses.
Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Non, non, vous avez bien. En tout cas, moi, ce que je veux ajouter, Mathieu, c'est que, et je l'ai dit aux collègues, j'ai énormément apprécié votre réactivité et comment vous avez actionné effectivement vos réseaux auprès de Gironde Numérique, ce qui nous a valu d'ailleurs le déplacement du président de Gironde Numérique. Je crois qu'il y a un esprit de travailler ensemble avec ses limites, comme vous l'avez expliqué. Mais en tout cas, Mathieu, je tenais vraiment publiquement à vous remercier. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à Est-ce que j'ai encore le droit de... Oui. Alors là, c'est sur un autre... alors je vais ramener un sujet moi, je suis en ce moment porteur de sujet plutôt triste, donc je continue tant qu'à y être. Sur notre territoire, on va rencontrer forcément l'arrivée du Covid, notamment dans nos écoles. Et certaines communes n'ont pas de solution. L'ARS ne fait pas redescendre de solution. Sachez que le pôle territorial Sud-Gironde porte avec le contrat local de santé des solutions de terrain. Aujourd'hui, on n'a pas de protocole clairement défini, par exemple, par l'ARS et l'Éducation nationale. On a réussi à les faire se rencontrer ce week-end. Mais il y a des possibilités, il y a des marges de manœuvre, notamment la possibilité d'avoir une unité mobile de test pour les enfants qui n'existait pas sur le territoire il y a encore une semaine. On a réussi à la mettre en place. Donc vous avez possibilité de laisser le choix aux parents de faire tester leurs enfants à l'école, c'est-à-dire que l'unité vient chez vous. Certains ont reçu peut-être un courrier aujourd'hui, vient chez vous. Ensuite, il vous a été envoyé aussi des priorisations de tests pour les adultes. Dans vos communes, regardez vos mails, pôle territorial Sud-Gironde. Voilà, ce pôle existe pour ça. Il relaye les infos d'ARS et a des contacts directs avec des personnes, Monsieur Serre notamment, numéro 2 là-haut, afin de pouvoir vous donner des réponses claires, précises. Aujourd'hui, ces réponses dans l'urgence se dilapident entre guillemets dans les services, tout simplement. Il y a eu normalement un protocole réglementé entre l'Éducation nationale et l'ARS. Et aujourd'hui, dans les réunions de directeurs, on se rend compte on leur dit, c'est au cas par cas, vous verrez. Non. Il y a des choses simples à faire. Et la première, donc les professionnels de santé, je relève les professionnels de santé, ce qui marche, c'est le masque, les gestes barrières. C'est 2 points qui marchent. C'est une maladie où on doit rester, je pense, très humble. On ne sait rien. Partons de la base. On se protège. Les enfants, s'il y a des classes fermées, il faut laisser la possibilité. Je ne pense pas qu'il faille rendre l'obligation, mais je n'ai pas autorité de santé, donc je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Laissez la possibilité aux parents d'être testés, et vous pouvez avoir une unité mobile qui est disponible après demande, je pense, sous 24-48 heures pour l'instant, et venir dans vos communes, dans l'école, amener les tests, et avoir les résultats en 48 heures. Regardez vos boîtes mail dans les mairies, ça a été envoyé. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Philippe. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Et j'en profite pour repréciser juste que Mathieu a été élu vice-président au comité local de santé du pôle Sud-Gironde et Bernard Mateil a été élu premier vice-président à l'économie également sur le pôle territorial Sud-Gironde. Voilà. Merci Mathieu. Alors, les questions vont... Très très rapide, merci Mathieu, parce que tu as pris la suite effectivement d'une fonction que je faisais avant, mais j'avais eu moins de soucis que toi. Juste un petit quelque chose sur Prégnac, aujourd'hui effectivement, on a eu un 4e cas positif, donc on y a passé la journée. J'ai eu Élodie de Lagrange une longue partie de la journée, l'ARS par 2 fois. Le problème c'est que c'est juste voilà, pour les élus, parce que là effectivement on a eu un gros souci aujourd'hui. Ce qui est vrai et ce qu'on ne savait pas, je crois que personne ne savait, c'est que les masques tissus ne sont pas protecteurs. Les masques tissus, ils sont protecteurs si en face de nous, il y a aussi un masque tissu. Si, par exemple, on avait su dès le départ que notre personnel, on est derrière eux, ils font les gestes barrières, il y a un protocole sanitaire, mais on a une personne à 4e aujourd'hui qui fait partie du périscolaire, et cette personne avait un masque tissu parce qu'elle ne supportait pas le masque chirurgical. Si elle avait eu un masque chirurgical, on n'a pas eu besoin de fermer notre classe ce soir. Donc voilà les infos qu'on a eues de l'ARS, les dernières infos là, à 17h. Après, le protocole est à peu près fait, mais chacun se renvoie la balle.
Et c'est assez compliqué à suivre tous les jours. Hein. Donc masque, si vous avez des masques chirurgicaux pour votre personnel, priorisez les masques chirurgicaux. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Vas-y Alain. Ce qui est curieux, c'est que dans l'éducation nationale, au personnel, on n'a fourni que des masques tissus. Ils sont en train de revoir le protocole. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas surpris de voir qu'effectivement, on a des informations parfois contradictoires, pour ne pas dire opposées. Bon. Mais je crois qu'effectivement, de par son métier, Thomas, et moi je l'avais entendu, effectivement, qu'il faut prioriser les masques chirurgicaux qui protègent davantage. Par contre, 4 heures. 4 heures. Au-delà de 4 heures, il faut le changer. Jeter, changer. Est-ce que sur ce sujet-là, on peut clore? Alors, je donne la parole à André. Je reviens sur le problème de la fibre. Je m'excuse, Mathieu, pour le remercier effectivement pour son action. Mais également vous dire qu'il a parlé d'enfouissement de réseau. Il existe aujourd'hui des subventions par le SDEG. Si vous faites dans les zones les plus concentrées au niveau de l'urbanisme, où il y a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 80%. Donc, il faut passer vos fourreaux avant que la fibre arrive. Donc, c'est important de le savoir. Et après, si vous devez choisir des poteaux, choisissez des poteaux bois en sapin, parce que les poteaux composites qu'ils nous mettent là, c'est vraiment vilain, c'est énorme, c'est vraiment pas esthétique. Oui, en complément de ce que disait M. Massieu sur le SDEG, il nous a été rappelé aussi qu'il y avait un temps d'inscription. Et inscrivez-vous rapidement dans un projet si vous souhaitez enfouir dans les communes, parce que c'est le temps d'arriver à être éligible, c'est 1 à 1 an et demi, voire 2 ans. Voilà, donc si vous avez des projets dès maintenant à réfléchir en début de mandature, c'est maintenant qu'il faut les inscrire. D'autant plus si vos plaques, ce qu'on appelle les plaques, c'est les zones sur lesquelles, par lesquelles les entreprises là, qui travaillent à la fibre travaillent par zone comme ça. D'autant plus si les plaques sont un peu lointaines, genre 2023-2024, ça vous laisse le temps peut-être de faire quelques campagnes d'enfouissement, et ce qui permettrait bien évidemment de bénéficier en passant quelques fourreaux complémentaires pour un coût finalement, un surcoût vraiment moindre, d'avoir de la fibre enterrée plutôt qu'aérienne. Bon, sur le sujet, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Alors, d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non? Ben écoutez, il est 20h05, je vous remercie et je clôt ce conseil communautaire. Merci bien. Et on se retrouve donc le 14 octobre. Et ça sera à Barsac.